Chimie de coordination. Alors les éléments de transition, ceux qui font partie du bloc D ou F du tableau périodique, possèdent des blocs avec un S partiellement rempli avec un S. Alors le bloc D, il est en 3DX 4S2, et donc on a X plus 2 électrons de valence. Alors deux exceptions, le chrome et le cuivre, qui remplissent en 3D5 4S1 et le cuivre 3D10 4S1. Ces exceptions sont dues au fait qu'on a une stabilisation si on a la couche D qui est demi ou complètement remplie. Donc elles sont stabilisées en étant saturées ou semi-saturées. Un métal va s'entourer de ligands pour essayer de saturer ses couches en 3D10, 4S2, 3P6, soit 18 électrons en tout. Et donc la sous-couche 3 qui se remplit alors que la 4 a déjà commencé à se remplir, ou alors ça peut être en 4, donc 4D10, 5S2, 4P6. Ça va nous donner ce qu'on appelle la règle des 18 électrons qui se substitue à la règle de Lewis, à la règle de l'octet. Et c'est ce qu'on appelle la règle de Sedgwick. On va former des complexes à 18 électrons qui sont stables, où on va stable ou réactivité par perte de ligand. Complexe. Alors oui, si les complexes sont à 18 électrons, en fait, ils peuvent juste perdre des ligands. S'ils sont à moins de 18 électrons, ils peuvent regagner des ligands qui vont leur apporter des électrons. Alors on appelle coordinance le nombre de liaisons métal-ligand. Parce qu'il peut y avoir des ligands qui sont monodentates ou tridentates ou hexadentates comme l'éthylène-diamine tétracétique. Alors un petit rappel sur les nomenclatures. Quand les ligands sont des anions, donc on appelle par exemple chloro pour le chlore, hydroxo pour le groupe hydroxyle, cyano pour CN. Quand ils sont neutres, c'est le nom usuel. Sauf aqua pour l'eau, amine pour NH3 et CO pour carbonyle, CO d'ailleurs. CO, non, CO, voilà, donc monoxyde de carbone qui peut se fixer là-dessus. Alors, hexacyanoferrate 3 serait le nom de ce complexe-là, pour lequel il faudrait rajouter les crochets. Donc, hexa pour le 6, cyano parce que c'est le groupe cyano, ferrate, donc on rajoute un at parce qu'on a un anion, et donc le 3 parce que le fer est à l'état d'oxydation plus 3. Alors comment on le voit? Parce qu'ici il y a 3 électrons en plus, mais en fait Cn, quand Cn- arrive avec son électron seul, il repart avec un doublet. Donc en fait il va oxyder le fer. Et comme on en a 6, le fer a perdu 3 électrons, sauf qu'on en avait 3 en plus ici, ce qui fait bien un degré d'oxydation 3. Autre exemple, l'ion pentaamine chlorocobalt 3. Alors pentaamine chlorocobalt. Et alors pourquoi 3 comme degré d'oxydation? Amine, ça ne change rien parce que s'il arrive avec 2 électrons et il repart avec 2 électrons, donc il ne change pas le degré d'oxydation du métal central. Le chlore arrive avec 1 électron, repart avec 2, donc on a déjà oxydé une fois et on a déjà perdu 2 électrons, il était déjà oxydé 2 fois et là le chlore l'oxyde une 3e fois, donc on passe à 3. Géométrie, alors on peut parler de géométrie pour les complexes linéaires ou tétraédriques ou plan carré ou bipyramide trigonale ou octaédriques, et les octaédriques seront très courants, enfin c'est ceux qu'on va étudier principalement. Alors, les ligands peuvent être catégorisés en deux parties, ceux de type L qui sont des bases de Lewis, qui sont porteurs d'un doublet libre d'un doublet libre ou liant d'ailleurs, ça va être le cas de l'éthène qu'on va voir tout à l'heure, et donc par exemple ici le HO qui vient avec son doublet se coller par exemple sur du cuivre pour faire le complexe, pour faire un complexe avec du cuivre avec de l'eau autour, donc un hydrate de cuivre, et des ligands de type X, donc du type halogène, donc ça va être comme un halogène,
le chlore, mais il peut y avoir d'autres molécules qui arrivent simplement avec un seul électron, comme par exemple le radical CH3. Alors, le mixte, alors il peut y avoir des ligands qui engagent des doublets non liants et certains électrons, c'est plus rare. Le nombre d'électrons du complexe, c'est le nombre d'électrons de valence, plus le nombre d'électrons apportés par plus le nombre d'électrons apportés par chaque ligand de type X, qui en apporte 1, plus 2 fois le nombre de ligands de type L, moins Q, qui est la charge, parce que s'il est chargé moins 1, ça veut dire qu'il a un électron en plus. On peut calculer le numéro d'oxydation, comme on l'a fait tout à l'heure, en faisant simplement X plus Q, donc c'est-à-dire X c'est le nombre de ligands de type X et Q c'est la charge. Ça revient à faire le même type de raisonnement que ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors par exemple ici MnCO6+, eh bien donc on a 6 ligands qui amènent chacun 2 électrons, donc voilà le nombre d'électrons. On en a 7 pour le manganèse, et on en perd un à cause du plus ici, ça fait bien 18 électrons, et ça justifie qu'on a cette forme du complexe. Son numéro d'oxydation, eh bien c'est plus 1, simplement ce plus ici, puisque CO arrive avec ses 2 électrons et repart avec ses 2 électrons. Si on prend maintenant, donc pour le platine qui a 78 électrons en tout et qui a 10 électrons de valence, on a donc TCl3, C2H4 et le tout moins. Alors son nombre d'électrons, ça sera les 10 du platine, plus 3 apportés par le chlore, plus 2. Alors 2 fois 1, puisque ici, alors C2H4, C2H4 c'est l'éthène, et l'éthène va apporter ces 2 électrons, du sigma, de la liaison sigma, de la liaison pi, pardon, et on a ici une charge moins, on arrive à 16 électrons, il est insaturé, et donc on pourrait imaginer qu'il y a encore des choses qui vont pouvoir se greffer dessus. Le nombre d'oxydation serait ici de 3, puisque ici on arrive avec 3, alors 3, oui, 3 moins 1, oui, parce que ici les chlores apportent 1, repartent avec 2, donc on a perdu 3 électrons, par contre on en a 1 en plus, et ça fait un niveau plus 2, un degré d'oxydation plus 2. Alors, les orbitales moléculaires des ligands peuvent être peuvent être des liaisons P et des liaisons, enfin des orbitales de type P et des orbitales de type D. Alors les orbitales de type D, c'est la couche N qui n'est pas finie de remplir, alors qu'on remplit la couche N plus 1 sur son orbital S et sur son orbital P. Alors, on a la S, les P et les D. On a toutes ces orbitales qui peuvent être, qui peuvent être concernées pour le métal, tandis que donc généralement il est rempli, et pour le métal ça se passe au niveau des orbitales D qu'on va finir de remplir. Le ligand, lui, peut arriver avec des orbitales S ou autres, et donc ici, si par exemple on a une orbitale inoccupée sur le métal qui est en DY2, et le ligand qui apporte ces 2 électrons, et bien en fait ici on va avoir le ligand qui apporte son doublet électronique sur le métal. Alors pour comprendre un peu mieux ce qui se passe, et donc on va appeler un ligand sigma donneur, puisqu'on va former une liaison sigma du fait de la symétrie axiale des orbitales, et c'est donneur parce que c'est le ligand qui donne des électrons. Pour mieux comprendre comment tout s'agence au niveau des orbitales moléculaires, il faut utiliser la méthode des fragments pour voir, alors sur un exemple simple avec un ligand qui est simplement l'hydrogène, c'est le plus simple, mais c'est celui du coup, c'est un de ceux qui est à peu près facile à modéliser. Donc quand on utilise la méthode des fragments pour voir ce que donne H6, eh bien on a plusieurs orbitales. Alors oui, les 6 ligands sont vus comme en fait un groupe où il y a simplement, ils sont exactement positionnés avec une symétrie octaédrique tout autour du métal, et simplement on dessine
les orbitales moléculaires comme s'il n'y avait pas le métal. Alors une analyse des orbitales moléculaires peut montrer que, par la méthode des fragments, peut montrer que donc quand on a ces hydrogènes qui interagissent, les orbitales, alors tout d'abord on n'a que des orbitales s des hydrogènes, mais ils arrivent à former des orbitales qui ressemblent à des p, mais qui ne sont pas des p, qui sont des orbitales moléculaires, et celles-ci interagissent entre elles pour former comment non, oui. Oui, celles-ci interagissent entre elles pour former des orbitales qui sont appelées donc la sigma 2, sigma 3, sigma 4, où on va retrouver cette antisymétrie avec du plus d'un côté, du moins de l'autre. Et par contre, les non liantes sont avec beaucoup d'antisymétrie. Celle qui montre le plan carré avec ici l'hydrogène avec l'autre hydrogène en noir ici, et celle-ci avec rien de chaque côté. Alors tout ça se démontre avec la méthode des fragments, et on a 3 niveaux dégénérés ici, 2 niveaux dégénérés ici. Alors ces niveaux dégénérés vont être partiellement levés quand on va faire interagir le ligand et le métal. Donc ça c'est les orbitales qu'on vient de voir pour le ligand avec sa symétrie octaédrique. Ici on a le métal avec ses orbitales, alors ces orbitales qui sont, il y a n orbital d, on a ici les orbitales n plus 1 s, et puis on a ici les orbitales n plus 1 p. Alors tout interagit avec tout, mais par contre quand on fait une analyse plus précise des orbitales moléculaires ici qui étaient les non liantes avec celles-ci qui sont assez proches en énergie, eh bien on s'aperçoit que les orbitales moléculaires, alors ici il y en a 3 qui vont être non liantes, elles ne vont pas du tout interagir avec les orbitales du ligand. Par contre on va avoir donc les orbitales ici qui vont, enfin les P qui vont interagir avec les P ici, enfin avec les 3 qui sont au milieu, ce ne sont pas des P, ce sont celles-ci, on voit que ça ressemble à des P, donc elles vont interagir avec celles-ci en faisant du liant et du non liant. Et on va avoir ici donc une levée de dégénérescence parce qu'on avait 5 orbitales D, et en fait on va voir apparaître, en fait sur ces 5 orbitales il y en a 3, non il y en a 2 qui vont pouvoir interagir avec les autres, et puis il y en a 3 qui ne vont pas interagir et qui vont rester au même endroit, et cette levée de dégénérescence va faire ici un petit écart énergétique entre ces non liantes et ces anti-liantes, et donc cette levée de dégénérescence va avoir une grande influence, va avoir de l'importance pour la couleur des complexes. On y reviendra après. Alors, les orbitales moléculaires liantes sont donc ici sont partiellement dégénérées à cause de la symétrie des 3, et celle-ci est également dégénérée. Le ligand est ici l'électrophile parce que bon, globalement c'est plus bas en énergie, et donc il va avoir tendance à capter les électrons. Le métal lui est plus haut, donc on a bien des comment alors on note delta 0, l'écart d'énergie entre les antiliantes ici, donc qui sont ces orbitales là, et les non liantes qui sont les D qui n'interagissent pas avec les orbitales du ligand. Et donc on note delta 0, et ça sert à l'étude des champs forts et des champs faibles parce que la longueur d'onde de transition
entre ces niveaux d'énergie va permettre d'expliquer le fait que quand on a cette levée de dégénérescence, on a cette possibilité de transition qui peut faire de la lumière et les niveaux sont suffisamment faibles en énergie pour faire une longueur d'onde suffisamment haute pour être dans le visible, ce qui explique que la plupart des complexes sont colorés. Ça explique également le paramagnétisme, car il peut y avoir une limitation du nombre d'électrons. Quand par exemple, si par exemple on a ici des orbitales qui sont, des niveaux qui vont se remplir avec des électrons, là ici, on peut avoir finalement, si ce niveau est suffisamment peu élevé, une fois qu'on a 3 électrons qui sont remplis là, si ce niveau est, si on a en fait ce qu'on appelle un champ faible, comment si on a un champ faible, eh bien en fait on va avoir un spin fort, c'est-à-dire que l'électron ici, si on en a 5 à mettre, on en a 3 qui se mettent là, et au lieu de se mettre ici en opposition, en fait ils vont pouvoir remplir les deux niveaux ici, et donc on va avoir 5 électrons qui présentent un spin, donc un spin 5,5 sur le complexe, alors que si ici l'écart énergétique est plus grand, l'énergie d'appariement pour remplir ces niveaux-là sera plus favorable que mettre un électron tout seul ici. Donc on va avoir un appariement ici et donc on aura deux orbitales qui sont remplies avec des spins opposés, donc un spin-haut, spin bas, spin-haut, spin bas, spin-haut, et donc il y en a 4 qui s'annulent et il n'en reste plus qu'un, ce qui va faire un spin faible quand on a un champ fort. Les ligands pi alors si on a l'orbitale du métal qui est une orbitale D, et puis on a un ligand qui a par exemple une orbitale P, on voit ici qu'on va avoir un recouvrement latéral, c'est-à-dire ce qu'on appelle une liaison pi, un ligand pi. Il se recouvre latéralement avec une orbitale OA du métal. Alors si l'orbitale moléculaire est vacante, on dira que c'est un pi accepteur, hein, c'est-à-dire qu'ici on a si celle-ci est vacante, c'est celui-ci qui va donner les électrons, alors que si elle est remplie, ça va être un pi donneur. Alors méthode, on regarde la HO et la BV du ligand. Alors ça peut être par exemple pour l'ammoniac, on a une BV qui est comme ça, on a une HO qui est comme ça. La HO, c'est celle qui est ici, qui est remplie d'électrons. Donc en fait ici, on voit que selon cet axe, ça va faire un ligand sigma. Alors que par exemple, pour le monoxyde de carbone, la HO est comme ceci, la BV est comme ceci, et donc si en fait ça va être un ligand qui fait ici une liaison sigma, ici c'est des liaisons pi, puisque ça va être latéral comme ça par rapport au métal, et en fait ici il va être sigma donneur mais pi accepteur, et donc du coup ça va dépendre de son interaction avec le métal. Alors, perturbation du bloc D par une interaction pi. Alors, si on a le bloc D du métal qui a ici une orbitale D, et puis qu'on a le ligand qui a ici une orbitale P, eh bien on voit que ici on va former une orbitale liante, une orbitale anti-liante. Celle-ci ici est plus grosse et le doublet électronique va être localisé plus sur le ligand que sur le métal, et donc ça va être le ligand pi donneur, parce que c'est quand même le ligand qui donne les électrons, mais il les garde un petit peu plus sur lui. La liaison est délocalisée partiellement sur le doublet, sur le métal. Voilà. Alors c'est un doublet non liant ou un pi engagé dans une double ou un triple liaison, pour celui-ci. Maintenant, pour un ligand pi accepteur, c'est exactement l'inverse. Si on a le ligand qui est ici, en fait on voit qu'on là c'est l'orbital du métal, celui-ci, donc c'est le métal qui cette fois-ci contient les électrons.
on a ici la HO du ligand qui va faire une interaction avec les orbitales D ici, donc noir, noir, blanc, blanc, et en fait on va former cette orbitale moléculaire avec les électrons plus localisés ici parce que le niveau ici est plus proche de celui-ci, et donc dans ce cas-là on voit bien que les électrons sont passés du métal au ligand, ils se sont rapprochés du ligand, donc on dit que c'est un ligand pi accepteur. Il y a des cas où on a à la fois une donation et une rétrodonation. C'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure que CO, modélisé comme ceci, était à la fois sigma donneur et pi accepteur. Alors en fait, ça se traduit comme ça. Le CO interagit avec, donc le CO avec son doublet non liant interagit sur une orbitale vide du métal. C'est l'orbitale dx2-y2 avec l'orbitale 3 sigma du CO. Mais par contre, il y a une autre orbitale qui est celle-ci, qui est la DYZ, qui va pouvoir interagir avec la BV du CO, et la BV du CO c'est celle-ci, donc ça se modélise, ça se calcule, et donc on voit que la DX qui elle contenait des électrons va le rétrocéder ici, et en fait donc ce que ça veut dire c'est donc concrètement c'est qu'on a une fois qu'on a fait ça, donc voilà, on a un doublet du métal qui repasse en partie ici, et donc on a un équilibre finalement. On peut écrire une formule de mésomérie avec cette forme-là, et en fait ça revient tout simplement à affaiblir la liaison CO qu'on aurait pu former s'il n'y avait que la donation. Donc la rétrodonation affaiblit la liaison de la donation, et on arrive à rendre tout ça visible en spectro. Alors pour les tènes, on a ici une liaison pi, une liaison, donc ici en fait c'est les liaisons pi et la liaison pi étoile de l'éthène va interagir et former, donc là pour le coup une liaison sigma, ça va être axial ici, non c'est pas axial, c'est latéral, oui c'est latéral, donc ça va faire une liaison pi, et en fait donc c'est exactement le même cas, on va avoir ici les électrons de l'éthène qui vont être pris par une orbitale du métal, mais une autre orbitale du métal qui va pouvoir interagir avec la liaison antiliante de l'éthène, et donc rétrocéder en partie l'électron, et faire en sorte que finalement cela affaiblisse la liaison. Alors pour terminer, les complexes sont très utilisés dans les cycles catalytiques. Par exemple, le procédé Monsanto, où on peut partir d'un catalyseur qui ici reconnaît des ligands, le ligand iode, un ligand monoxyde de carbone, avec ici un degré d'oxydation plus 1. Alors, on va ici le faire réagir avec un iodométhane, et ce iodométhane va tout simplement se fixer se fixer ici en partageant un petit peu sa liaison. Ça va former en fait il y a le I d'un côté et le CH3 qui vont faire 2 ligands supplémentaires, parce qu'ici on n'en avait que 4 et on passe à 6 en symétrie octaédrique. Si on calcule le degré d'oxydation, ça passe à plus 3, donc on est passé de plus 1 à plus 3, donc c'est une addition oxydante. On va ensuite passer à un réarrangement où en fait ici la proximité du CH3 et du CO va faire qu'on va se former ici le COCH3, et donc ici c'est juste un réarrangement interne et ça ne change rien au degré d'oxydation. Donc ici c'est simplement un réarrangement. Ici après on va faire une addition mais non oxydante, parce qu'on va toujours rester au niveau d'oxydation plus 3. Donc ici c'est ce qu'on appelle une insertion, et donc on rajoute encore un ligand CO, et ce ligand CO va surcharger un petit peu le complexe, et donc l'arrivée du ligand CO va provoquer le départ
ici de l'espèce de l'espèce CH3OI, et c'est une élimination qui va permettre de revenir au composé qu'on avait au départ. C'est pour ça que c'est un catalyseur, parce qu'il y a régénération de l'espèce chimique, et cette molécule va par hydrolyse former le produit qu'on voulait, qui était ici tout simplement de l'acide éthanoïque. Donc on a l'eau qui va récupérer, enfin qui va former ça, il y a le I qui va s'en aller, qui va faire HI, le HI va réagir pour reformer celui-là, et on voit qu'on a dans ce cycle une boucle complète. Et donc le catalyseur est fait in situ avec l'iodure de rhodium, euh, et, euh, et donc on appelle, enfin l'iodure de rhodium, c'est le précurseur de catalyse, et donc sur place on a du H2O et du CO, et ben ça va faire le catalyseur qu'on a vu tout à l'heure en libérant du CO2, H+ et I-. Les, pour finir avec cette chimie de coordination, donc sur l'exemple qu'on vient de voir, eh bien, en fait, on a différents types de réactions qu'on peut nommer. Donc les réactions de complexation ou de dissociation, quand on a le ligand qui s'associe au métal ou qui en part. On a des substitutions quand on a un ligand qui remplace un autre avec un numéro d'oxydation inchangé. On peut avoir un mécanisme SN1, donc substitution nucléophile. On peut avoir un SN2 aussi, on peut avoir une addition oxydante comme on vient de le voir, c'est-à-dire qu'ici on a une espèce chimique qui vient former deux ligands, donc qui séparent et qui vient former deux ligands ici, qui vont augmenter le niveau d'oxydation dans le cas qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça peut être le cas de CH, ça je ne sais pas, mais donc par exemple du dihydrogène. Voilà, et les organomagnésiens, addition oxydante, oui, alors en fait c'est le cas quand on forme un organomagnésien où on a un halogénoalcane qu'on fait réagir sur du magnésium, et bien en fait c'est une addition oxydante. Élimination réductrice, eh bien c'est quand on élimine deux ligands ici, et donc la coordinance diminue, le numéro d'oxydation diminue. Et on peut avoir une insertion-désinsertion, donc c'est quand le numéro d'oxydation ne change pas, comme on l'a vu tout à l'heure, et ça peut se faire avec des alcènes qui ont une HO dépeuplée. Non, tout ça on va passer rapidement. Le N, c'est le nombre d'électrons du complexe. Ça a déjà été vu tout à l'heure. Donc c'était juste pour finir cet exemple, mais ça a déjà été vu.